Bonjour à tous, c'est Caro. Je suppose que vous avez déjà tous entendu parler de la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle est un vaste sujet et je ferai très certainement d'autres vidéos là-dessus, notamment sur l'intérêt de recourir à ce mode de rupture et sur ses conséquences financières. Pour l'heure, nous allons nous focaliser sur la procédure et la procédure uniquement et vous allez voir, il y a déjà pas mal à voir là-dessus. Raison pour laquelle j'ai décidé de diviser ce thème en deux vidéos portant respectivement les numéros 9 et 9 bis. Une grande partie d'entre vous ignore que la rupture amiable d'un CDI est très réglementée. Alors non, il suffit pas de signer un bout de papier et de se mettre d'accord, encore faut-il suivre un processus bien établi avec plusieurs étapes et surtout avec des délais à respecter. Plus encore, c'est vous, chers employeurs, mais aussi vous, chers salariés, qui êtes les instigateurs de la procédure. Autrement dit, c'est vous qui allez engager toutes les démarches et cela du début à la fin. D'où l'intérêt pour vous de connaître minutieusement les règles de procédure et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Comme son nom le suggère, la rupture conventionnelle est un mode de rupture amiable d'un contrat de travail. C'est d'ailleurs le seul mode de rupture amiable possible pour un CDI. Deux remarques préliminaires sur ce point. Numéro 1. Quand je dis que c'est le seul mode de rupture possible, cela signifie que si vous et votre salarié êtes d'accord pour rompre le contrat de travail, vous n'avez pas d'autre choix que de suivre la procédure de rupture conventionnelle. Comme je le disais au début, vous ne pouvez pas signer un bout de papier et hop, considérer que la relation de travail est terminée. Depuis 2008, ça n'est plus possible. Vous devez donc absolument suivre la procédure de rupture conventionnelle que l'on va étudier. Deuxième remarque, la rupture conventionnelle concerne les CDI et les CDI uniquement. C'est important à savoir car si vous êtes actuellement en CDD, cette vidéo ne vous concerne pas, en tout cas pas dans l'immédiat. Sans plus attendre, rentrons tout de suite dans le vif du sujet et voici l'étape numéro 1 de la procédure de rupture conventionnelle. Les deux parties au contrat, c'est-à-dire l'employeur et le salarié, doivent tout d'abord se mettre d'accord sur le principe même d'avoir recours à la rupture conventionnelle. Pour cela, ils vont organiser un ou plusieurs entretiens au cours desquels ils vont échanger à ce sujet. L'initiative de l'entretien peut venir indifféremment de l'employeur ou du salarié. Concrètement, l'une des parties va écrire à l'autre en lui proposant de se voir au cours d'un entretien. Alors, il est fortement recommandé que ces échanges se fassent par écrit afin de garder une preuve que vous étiez tous les deux d'accord pour organiser des entretiens. C'est qu'en effet, la rupture conventionnelle peut intervenir dans un contexte tout à fait pacifique entre le salarié et l'employeur, et là, a priori, c'est génial, aucun problème. Mais elle peut également intervenir dans un contexte conflictuel. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez tout à fait engager des pourparlers avec l'autre partie sur la rupture conventionnelle, quand bien même vous avez quelque chose à lui reprocher. Du moment qu'il n'y a pas de pression exercée sur l'autre partie pour l'obliger à accepter la rupture, cela ne pose aucun problème. Dans tous les cas, n'oubliez pas de conserver les échanges écrits pour démontrer l'absence de pression. Bref schéma de l'étape numéro 1 et on passe tout de suite après à l'étape numéro 2. Si les deux parties sont d'accord pour discuter d'une éventuelle rupture conventionnelle, alors un ou plusieurs entretiens sont organisés. Et à ce stade, ce qu'il vous faut savoir, c'est que chacune des parties a le droit de se faire assister au cours des entretiens, mais dans des conditions différentes. S'agissant du salarié, tout d'abord, celui-ci peut soit demander l'assistance de toute personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, cette personne peut être titulaire d'un mandat syndical, membre d'une instance représentative du personnel ou tout autre salarié. Et s'il n'y a pas d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, le salarié peut également demander l'assistance d'un conseiller extérieur à l'entreprise. Attention, ce n'est pas un avocat, c'est un conseiller particulier figurant sur une liste de conseillers de salariés. Cette liste est établie par le préfet et elle est accessible dans chaque mairie ou dans chaque section de l'inspection du travail. Renseignez-vous au besoin sur ce point. Amis salariés, dès lors que vous décidez de vous faire assister, informez-en votre employeur. La raison est simple, chaque fois que vous décidez de vous faire assister, alors votre employeur a le droit également de se faire assister. Par qui l'employeur peut-il se faire assister? Il peut s'agir d'une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Ou bien, pour les entreprises de moins de 50 salariés, l'employeur peut décider de se faire assister par une personne appartenant à son organisation syndicale ou même par un autre employeur appartenant à la même branche professionnelle que lui.
Puis n'oubliez pas à votre tour, chers employeurs, d'informer votre salarié que vous serez assisté. Au jour de l'entretien, la loi ne prévoit aucun formalisme. Autrement dit, il n'y a pas vraiment de procédure à suivre. La seule règle d'or, c'est l'échange. Discutez ensemble quant à savoir si la rupture conventionnelle est opportune et le cas échéant, quelles en seront ses modalités. Notamment, quel sera le montant de l'indemnité due au salarié. Petit schéma récapitulatif et ensuite on passe à l'étape numéro 3. Si au cours des entretiens, les parties parviennent à un accord, elles sont toutes les deux OK sur la rupture conventionnelle et sur ses conditions, alors, pour matérialiser cet accord, une convention de rupture devra être remplie et signée. La loi ne prévoit aucun délai entre l'entretien et la signature de cette convention. Donc concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vous aurez suffisamment discuté et que vous serez tombé d'accord, après 1 ou 2 entretiens, voire plus, vous signerez la convention de rupture à la fin du dernier entretien. Attention, la convention de rupture, c'est pas n'importe quoi. C'est un document CERFA préétabli par l'administration que vous devez compléter. Ce document, vous pouvez le retrouver en ligne sur le site suivant travail-emploi.gouv.fr. Vous le remplissez, vous allez voir, on vous demande un certain nombre d'informations sur votre identité, sur vos rémunérations, sur les entretiens, etc. Petite parenthèse, sur la page numéro 2 de ce document, on vous demande quelle est la date envisagée de la rupture de votre contrat de travail. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle date, mais vous verrez, j'en parle à la fin de cette vidéo, donc restez avec moi jusqu'à la fin. Enfin, dernière précision importante pour cette étape numéro 3, n'oubliez pas d'établir votre convention de rupture en 3 exemplaires. Un pour le salarié, un pour l'employeur et un que vous enverrez à la directe. On va voir ça juste après. Une fois que la convention de rupture est signée, chacune des parties, c'est-à-dire aussi bien l'employeur que le salarié, dispose d'un délai de rétractation. C'est un délai au cours duquel vous pouvez librement vous rétracter. Grosso modo, vous pouvez changer d'avis et finalement renoncer à la rupture conventionnelle. En outre, sachez que vous n'avez pas besoin de communiquer à l'autre partie les raisons pour lesquelles vous décidez finalement de vous rétracter. Retenez que ce délai commence à courir le lendemain de la date de signature de la convention de rupture. Par ailleurs, c'est un délai de 15 jours calendaires. Je dis calendaire car on compte tous les jours de la semaine. Pour bien vous faire comprendre, je vais prendre un exemple. Vous signez la convention de rupture le 1er mars. Alors le délai de rétractation commence à courir le 2. Puisqu'il est de 15 jours calendaires, il se terminera le 16 à minuit. Donc si vous vous rétractez le 17, ça sera trop tard. Précision technique qui a son importance. Je vous donne une autre clé là. Si le délai se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, alors il faut le proroger jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Pour reprendre mon exemple, imaginons que le 16 mars soit un samedi. Dans ce cas, il faut proroger le délai jusqu'au lundi suivant. Je sais que la computation des délais, c'est pas très passionnant car c'est très technique. Mais je vous assure que le décompte du délai de 15 jours est capital. Si vous savez le calculer, cela vous évitera bien des soucis. Donc, soyez extrêmement vigilants sur ce point. Ok, si vous souhaitez vous rétracter pendant ce délai, comment faire? Eh bien c'est très simple en fait, il vous suffit d'envoyer à l'autre partie une lettre. Une lettre recommandée avec accusé de réception est préférable, à défaut, une lettre remise en main propre contre décharge fera l'affaire. Si vous vous rétractez, la procédure de rupture conventionnelle est abandonnée. En revanche, si aucune des parties ne se rétracte, la procédure suit son cours et il vous faut passer à l'étape suivante. Mes chers amis, comme je vous l'ai dit, j'ai fait 2 vidéos sur ce thème. Donc vous retrouverez la prochaine étape dans la vidéo suivante, la numéro 9 bis. A tout de suite!